Ravi de vous retrouver en ce 19 mars, jour anniversaire, celui du cessez-le-feu en Algérie en 1962. Et oui, occasion pour nous aujourd'hui de commémorer les accords d'Évian scellés un 18 mars la même année, c'est-à-dire à l'année de l'indépendance. Et bien sûr, à cette occasion, nous nous inclinons à la mémoire, nous nous inclinons à la mémoire de tous ces martyrs qui ont payé le tribut du sang pour nous permettre à nous de recouvrer notre dignité, de vivre librement dans notre pays. Aujourd'hui, donc, évocation avec Hassan Arab de cet événement très important et crucial pour l'avenir de notre pays et donc qui a marqué la fin de la nuit coloniale. Aujourd'hui, nous en parlerons également dans les bonnes feuilles avec Djaoudet Guessouma qui nous présentera un livre qui revient sur les accords d'Évian, tout en nous parlant aussi d'autres événements, à l'instar justement de la présence de l'Algérie au Salon africain du livre ou encore cet écrivain primé à Bamako. Donc le détail sera révélé par notre collègue Djaoudet Guessouma dans un petit instant. Dans cette matinale, nous parlerons aussi santé et santé psychologique, mais aussi donc de manière générale santé avec d'abord la psychologue qui a l'habitude de vous accompagner chaque dimanche. Il s'agit de Aïda Mechri. Aujourd'hui, elle adapte sa rubrique à toute une campagne donc menée depuis la semaine dernière et même avant, à l'effet justement de lutter contre l'addiction aux drogues, aux différentes drogues, notamment dans les milieux scolaires. Ce sera un petit peu la thématique qu'elle développera ce matin sur notre plateau. Et nous aurons l'occasion d'enrichir cette thématique par la présence parmi nous de Sonia Ben Ali, donc directrice adjointe de la clinique de gestion du stress et de l'anxiété, donc une clinique aussi connue pour justement cette spécialité d'accompagner justement de toute personne désirant mener donc un combat contre justement cette addiction, donc la désintoxication en l'occurrence. Et puis ce matin, nous retrouverons aussi, après Djaoudet bien sûr, Yazid Ait Mahidine viendra aussi nous révéler ses coups de cœur de cette matinée et Mariam Moussaïd également nous fera découvrir les vertus d'une plante particulière. Restez avec nous mesdames et messieurs, c'est parti pour cette édition. Donc commémoration, je le disais essentiellement du 19 mars, mais avant, donc voyons un petit peu à quoi ressemblent les cartes de cette journée du 19 mars avec Amal Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Amal Haribi, il est interdit de rigoler pendant que je parle. C'est plus fort que moi. J'ai calé. Ah oui? Ça arrive au plus malin des fois. Oui, bah oui. Une intro un peu... Bon, mais j'ai frôlé le fou rire. Bon, je me suis retenue. Ça va. C'est bien, c'est bien de commencer une journée par un fou rire. Il le faut bien. Il paraît que c'est très bon pour le cœur en tout cas. Ah oui. Et pour le moral aussi. Pour le moral aussi. Et les pluies font du bien à votre moral, on le sait. Oui, franchement, oui. Je sens que vous allez être ravis ce matin en nous présentant les cartes. Je suis aux anges. Qu'est-ce qu'elles nous disent alors? Merci s'il vous plaît, merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera localement nuageux sur les régions de l'ouest et le centre. Ces nuages vont donner quelques pluies vers les régions intérieures et le plateau de l'ouest, quelques pluies éparses par contre sur le centre. À l'est, de la brume matinale sur les régions côtières, proches côtières et dans les vallées. Puis le ciel restera partiellement voilé tout au long de la journée et à noter des vents assez forts sur les Aurès. La moitié sud, des passages nuageux du côté du Bécharoua et le Sahara central avec quelques pluies éparses également. Ailleurs, le temps restera plutôt dégagé mais avec des foyers orageux vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Des vents assez forts au sud, plus exactement du côté du sud-ouest, le Sahara central, le Nord-Sahara et les oasis qui peuvent engendrer des solons de sable. Donc soyez très prudents. La visibilité risque d'être un peu réduite vers ces régions. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie
l'Algérie a prévu 11 degrés le minimum du côté d'Al-Bayad, 13 Tiaret, 17 Djelfa, Tizi Ouzou, 18 degrés à Oran, Alger, Annaba également Sétif, 21 degrés à Batna, 22 Tlemcen, au sud 18 degrés à Béchar, 24 Gardaya, 26 à Biskra, 29 Tindouf, 28 à Insalah, 25 à Tamanrasset, 31 Janet, 37 à Ilizi, 38 degrés Borj Beji Mourtal et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 39 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre avec des vents qui varient entre 10 et 30 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur ouest à est à nord-est et 10 à 25 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur nord-est, également nord-est sur les côtes est, les vents varient entre 10 et 30 km/h et la mer sera plutôt belle. On va faire un petit voyage vers l'Amérique du Nord où le temps restera nuageux à Vancouver, partiellement voilé à Dallas, Mexico, également à Washington, Montréal et New York. Des pluies prévues à Miami. Côté Mercure, eh bien, on relèvera un minimum de moins 3 degrés à Montréal, 6 à New York, 7 à Washington, 14 à Vancouver, 13 degrés à Dallas, 17 en Californie et le maximum cette fois-ci à Miami avec 25 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel. C'est moi qui vous Passez une remercie. excellente journée. Excellente journée également. Oui, et ben, je souhaite en tout cas à tous ceux qui nous suivent ce matin, merci d'abord d'être là, donc de passer d'excellents moments en notre compagnie et d'ailleurs pour vous encourager à rester encore plus. Alors tout de suite, une belle chanson interprétée par le groupe Day, Anna Jazairi.
Cette identité qu'on porte fièrement. Et puis, fièrement pourquoi? Parce qu'elle a été décrochée au prix du sang par tous nos martyrs qui se sont sacrifiés pour nous permettre aujourd'hui de vivre librement et en toute quiétude, en tout cas dans notre patrie. Donc voilà, aujourd'hui, on est le 19 mars. C'est l'occasion aussi de parler de cette longue négociation, de ces longues négociations dont le fruit aboutit à ces accords d'Évian qu'on commémore aujourd'hui. C'était un 18 mars 1962. Et qui mieux que Hassan Arab pour nous en parler davantage avec de plus amples détails. Bonjour mon ami. Bonjour, Ça va bien? Bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gloire à nos martyrs. C'est toujours une bonne Gloire occasion. éternelle à nos martyrs. Gloire éternelle à nos martyrs. C'est toujours une bonne occasion de rappeler justement tous les sacrifices. Et c'est aussi, voilà, une belle occasion, la fête de la victoire. Exactement, vous l'avez dit, c'est une victoire qui intervient après un long, comme vous l'avez bien souligné, un long processus de négociation, mais surtout après une longue guerre de libération nationale et une résistance, parce que les négociations ne sont pas tombées du ciel. Sans le combat des Algériens, sans le combat de l'armée de libération nationale, il n'y aurait pas de négociation. Absolument. Et dès le 1er novembre 1954... C'est-à-dire que tout le combat a imposé la voix de l'Algérie face aux colons. Une reconnaissance de cette représentation algérienne face justement à ce gouvernement qui vraiment n'acceptait pas, en tout cas, et ne donnait pas de légitimité. D'ailleurs, les Français, à chaque fois, le côté français, ils ont à chaque fois demandé d'arrêter donc comme préalable. Mais c'était un principe sans préalable. Ils ont dit, nous sommes prêts à négocier avec les Français, mais sans aucun préalable. Et puis, il y avait des contacts. Donc, à partir de la fin de l'année 1955, il y a eu des contacts. On sait un responsable du Front de libération nationale en octobre 1956. Et puis, ce n'est avec l'arrivée du général de Gaulle et la chute de la 4e et la naissance de la 5e République, le général de Gaulle est venu pour faire de l'Algérie l'Algérie française. C'est un général qui est venu pour gagner la guerre, parce qu'on doit le rappeler. Absolument. De Gaulle était d'abord un général. Donc, c'est lui qui a tenté d'anéantir complètement le Front de libération nationale et surtout l'armée de libération nationale à travers toutes les opérations menées en 1959, les opérations Chal. Oui, tout à fait. C'est le rouleau compresseur qui a commencé donc à l'ouest algérien et qui s'est terminé donc à l'est algérien, mais la lutte n'a jamais cessé jusqu'à la déclaration donc, du cessez-le-feu le 19 mars à midi. C'est vrai que De Gaulle avait mené campagne pour justement, il y a eu beaucoup de, comment dire, voilà. De Gaulle, il a essayé de manœuvrer. Une propagande pour cette Algérie française qu'il voulait mettre. Il a essayé d'abord donc l'Algérie française et puis il a essayé surtout de fragmenter, de séparer l'Algérie qui serait au service de la métropole à l'époque. Ça n'a pas marché parce que les Algériens n'ont pas ils avaient des principes sur lesquels des principes intangibles, parce que accepter les négociations, c'était d'abord accepter ces principes intangibles qui sont l'unité du territoire, l'unité du peuple algérien, l'unité du territoire national et puis l'indépendance. Parce que les Algériens n'ont jamais accepté de négocier en dehors de ces trois principes. Repères. C'était des principes intangibles. Voilà. Donc, à partir de là,
on doit dire que les Algériens avaient cette habileté. D'ailleurs, la délégation française était à chaque fois surprise par la maîtrise qu'avaient les représentants donc, du gouvernement provisoire de la République algérienne, les représentants du Front de libération nationale, parce qu'on doit le rappeler, le général de Gaulle, quand il arrive, il y a eu la création du GPRA en septembre 1958, c'est-à-dire juste après, 3 mois après l'arrivée de Gaulle au pouvoir, un gouvernement qu'il n'a jamais accepté. Parce que de Gaulle a juré de ne pas voir le drapeau donc, de l'Algérie flotter tant qu'il est au pouvoir. Donc c'est ça oui. C'est aussi c'est ce que certains oublient victoire. effectivement. Ah oui, non, il l'a dit dans une conférence de presse, jamais le drapeau du FLN ne flottera sur les toits des administrations algériennes. Ça il l'a dit. Donc ce gouvernement qui n'a pas reconnu, d'ailleurs même dans les accords donc, qui sont publiés dans le journal officiel de la République française, ils disent c'est les négociations avec le Front de libération nationale, mais jamais avec la délégation du gouvernement. Voilà. Mais en Algérie, le côté algérien, les mêmes accords ont été publiés dans le journal Al-Moudjahid, c'est dit la délégation du GPRA. Parce que pourquoi le GPRA? Parce que, on doit le rappeler, à partir de 1956, il y avait des institutions qu'on respectait, c'est-à-dire le Congrès de la Soumam avait mis en place des institutions, il avait même prévu la création de ce gouvernement provisoire. Et puis, ceux qui ont eu la charge de mener ces négociations avaient le mandat du CNRA, c'est-à-dire du Conseil national de la révolution algérienne. C'est-à-dire ils avaient le mandat du peuple. Et le peuple, le 11 décembre 1960, avait dit que notre seul représentant, c'est le gouvernement provisoire de la République algérienne, et c'est l'UFLN. L'UFLN, le Front de Libération Nationale également, voilà. Parce que... De toute façon, ils étaient tous issus de ce front. Exactement, parce que les Français, dont Durand et Vian I, ils ont... les Algériens avaient découvert que Louis Jox a essayé de négocier avec donc d'autres représentants entre guillemets, notamment donc le MNA et certains représentants, disons, des pieds noirs en Algérie. Ce que le FLN et le GPRA n'a pas accepté. Ils étaient obligés donc de suspendre, en juin 1961, de suspendre les négociations et seront reprises donc au début de 1962, mais avec donc une délégation plus que jamais forte. Hassan Arra, pendant que vous parliez, donc l'image de ces stratèges qui ont représenté dignement donc le peuple algérien vient d'apparaître. Donc je demande à la réalisatrice de revenir sur cette photo de groupe, donc de ces participants aux négociations. On va peut-être les citer quand même, voilà, pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas donc, justement cette représentation. Il y avait Karim Belkacem comme... voilà, on le voit au milieu. Comme il y avait Abdullah Ben Toubel, donc connu portant sa petite sacoche. Et il y avait également Reda Malek, qui était le porte-parole, Mohamed Yazid. Voilà, il est un petit peu caché par Ben Toubel, Reda Malek. Saad Dahleb, Mohamed Sherif, Mohamed Sadiq Ben Yahya. Donc derrière Belkacem, on le voit là. Derrière Karim, et il y avait également Boualharouf. Donc c'est une délégation qui a joué un rôle très très important, à tel point que la délégation française était surprise de la capacité de négociation qu'avait cette délégation, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des jeunes qui n'apparaissent pas sur cette photo, ce qu'on appelle les experts de cette. Il y avait beaucoup de jeunes
qui ont eu des dossiers, donc ils ont travaillé pendant des années. Je pense notamment donc aux jeunes donc du Malgue, Oui. par exemple le dossier pétrole. Ils avaient tout le dossier parce que par le biais non seulement donc des amis italiens, donc à qui on rend hommage, Enrico Mattei, qui a eu donc dont le concours Le était MALG, important. pour ceux qui ne connaissent pas, pour la petite, C'est le ministère, de l'armement de et des l'armement liaisons et des liaisons générales. générales, tout à fait. Donc, ils ont pu avoir toutes les informations concernant Ils le infiltraient pétrole, beaucoup de réseaux mais aussi par internationaux. les bases Oui. militaires. Donc, Oui. Ben Msfa Ben Aouda disait dans un témoignage qu'ils avaient toutes les données concernant, par exemple, les bases militaires et quelle était l'attitude qu'il fallait avoir après donc le cessez-le-feu. Parce que il faut pas oublier que les Algériens ont imposé, par exemple, à la délégation française qu'après le cessez-le-feu, avant le départ des autorités françaises, elles doivent, donc avant de quitter leur base, elles doivent se mettre en contact avec les responsables de l'ALN de la région. Donc, pour vous dire, c'est pratiquement les armées françaises sur le territoire national qui devaient être sous le contrôle de l'ALN. Donc, même symboliquement, c'était donc des Exigences très importantes. C'était plus des exigences parce que c'est des exigences qu'ils ont pu arracher lors des négociations. Et puis, nous pensons par exemple au dossier, alors là quand il s'agit donc quand les Français à un certain moment ils ont essayé donc de séparer le Sahara. Donc là les négociations ont stoppé net, donc sans aucune tentative donc de discussion. Et concernant les bases, par exemple, il y a la base de Mars el-Kébir, c'était le dossier sur lequel la délégation, je pense, c'était Reda Malik disait qu'ils ont dû négocier jusqu'à 4 heures du matin, et puis les Français demandaient donc un bail de 99 ans, et puis ils ont ramené ça à 50, 30, et puis à 15 ans, et nous savons que la base a été donc nationalisée, voilà. a été récupérée, donc 5 ans après l'indépendance. Pour dire, c'est une victoire arrachée grâce donc à la prouesse des diplomates et des responsables donc du GPRA et du Front de Libération Nationale, mais aussi parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y avait cette lutte de libération de l'ALN et il y avait le peuple derrière. Voilà. Absolument, ce peuple qui a consenti beaucoup de sacrifices pour aboutir justement à ces négociations donc, qui lui ont un petit peu permis de décrocher ou d'aller jusqu'au bout de sa liberté, en fait, c'est ça. Les Algériens avaient mesuré, donc ils étaient conscients des enjeux, donc non seulement de la lutte de libération, mais des enjeux des enjeux de la révolution algérienne. Ils savent qu'à un certain moment, ils ne pouvaient plus ne pas se soutenir et renouveler le soutien donc, aux responsables de la révolution. Voilà. Donc c'est une page d'histoire qui continue de révéler secret après secret. Donc les accords d'Évian. Non, pour les accords d'Évian, certains disent. C'est-à-dire que tout a été publié. Oui, en fait, tout a été publié. Il n'y a pas d'accord. Mais ce sont les historiens qui non, même les historiens. Donc il y avait des historiens, il y avait les témoins de l'époque, il y a maintenant des écrits. Il n'y a pas de clause secrète il n'y a pas de clause secrète. Moi, je le dis parce que il y a des acteurs qui l'ont dit. Moi, je retiens ça. Le dernier qui a écrit sur ces accords, c'est le Moudjahid Dahoul Trabli. Il le dit clairement parce qu'il était expert du Malgue. Donc, pendant ces négociations, il dit il n'y a pas de clause. Et tous les historiens disent qu'il n'y a pas de clause secrète. C'est vrai que les accords
d'Évian, c'était pas la paix, on doit le dire. C'était pas la paix parce que il y avait un climat, on doit le dire, donc il y avait un climat de terror qui va donc s'exacerber juste après la signature. Parce qu'il y avait la création de l'organisation terroriste, l'OAS, qui a commencé donc à cibler des Algériens, mais après c'était la politique de la terre brûlée qui a poussé grandement les Européens à quitter l'Algérie. Absolument. Donc c'est vrai que ce sont des pages sombres de l'histoire de cette guerre de libération et de cette nuit coloniale qui s'est estompée, marquée justement ce départ et cette fin par un cessez-le-feu qui a eu lieu le 18 mars. Un cessez-le-feu le 18 mars. Et puis, il y a eu le référendum d'autodétermination le 1er juillet 1962 qui a donc... Et depuis, on appelle ça la fête de la victoire. Chaque 19 mars, donc, le peuple algérien commémore la fête de la victoire et aussi donc les prémices de cette indépendance. Donc, on le sait bien, officiellement déclarée le 5 juillet. Merci beaucoup Hassan Ara. C'est moi. Voilà, merci à tous ceux qui sont avec nous. Dans un petit instant, nous retrouverons notre amie Aïda Mechiri, mais avant, donc voici un reportage signé Bedia Amarni qui nous emmène justement du côté de Sétif où elle a été justement sur les pas des anciens moudjahidines qui ont subi tous les sévices dans une caserne, une sinistre caserne à Sétif qu'elle nous fait découvrir tout de suite. C'est à environ 76 km du chef-lieu de Sétif, au village Hama Boutaleb, que se trouve cette caserne militaire datant de l'époque coloniale. Elle servait à surveiller le mont Boutaleb et les déplacements des moudjahidines. Elle constituait également un centre de torture, car cette région a adopté la révolution dès son déclenchement, comme partout ailleurs en Algérie. Cette caserne a été érigée en 1956 à la sueur des révolutionnaires, arrêtés par la France pour se venger d'eux. Elle était à la fois une base militaire, un centre de torture, une prison, un tribunal militaire et un centre d'administration civile. En 1903, c'était aussi une école où étaient scolarisés des Algériens. Certains anciens écoliers sont encore en vie et ils sont âgés entre 85 et 92 ans. Ce site est doté de 5 tours, l'une tournée vers le nord-est, les autres vers l'est, le sud, l'ouest et le nord. Le gouverneur français voulait maîtriser la région car elle était révolutionnaire. Il faut savoir que la superficie de cette caserne avoisine les 6000 mètres carrés et elle se trouve à 800 mètres d'altitude. Ce site est un haut lieu d'histoire que les habitants de la région veulent classer comme monument historique et en faire un musée afin de préserver la mémoire collective. J'ai déjà lancé des appels et je continue à le faire. J'ai présenté des photographies et des vidéos à la direction des Moudjahidines qui, à son tour, les a transmises au ministère des Moudjahidines. Nous souhaitons faire de ce lieu historique un musée national en gardant la structure telle qu'elle est, en restaurant l'intérieur pour préserver la mémoire collective. Les habitants d'El Hama et même les Sétifiens évoquent fièrement le passé glorieux de leur village et leur volonté de préserver ce legs historique et aussi une manière de rappeler aux générations futures le rôle important qu'a joué El Hama dans la guerre de libération nationale. C'est une découverte. Moi, je vais en parler autour de moi. Et c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose. Il faut ramener les enfants pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent, eux, une autre fois, témoigner de ce passé glorieux dont j'en suis fière. Nos parents et leurs grands-parents ont subi ici toutes sortes de sévices et de tortures. Parmi eux, mon père, ainsi que mon oncle qui est shahid. Je demande aux autorités de restaurer ce lieu et de mettre des gardiens pour le préserver. La caserne d'El Hama, un patrimoine qui menace ruine. Un appel est donc lancé aux autorités concernées afin de le préserver. Voilà, j'espère que cet appel de la part de Bedia Amarni et des habitants de Sétif sera très bien entendu. En tout cas, tout de suite, c'est l'heure de retrouver Aïda Mechiri et aussi d'ouvrir cette page relative aux dangers de l'addiction aux drogues, aux différentes drogues dans les milieux scolaires avec elle. Donc bonjour Aïda Mechiri. Bonjour Rabia. Ça va ?
Très bien, alhamdoulilah. Très bien. Voilà, donc sensibilisation, aussi, comment dire, mobilisation sont les maîtres mots de cette grande campagne nationale lancée depuis peu. Tout à fait, mais je crois que toutes les institutions se sont impliquées directement parce que ça reste aussi pluridisciplinaire. Il faut comprendre aussi que c'est de notre responsabilité de trouver les mots, de trouver le cadre, de se serrer les coudes pour qu'on puisse vraiment apporter de l'aide à ces enfants, à ces adolescents vulnérables, fragiles, qui ont besoin d'être soutenus, écoutés, accompagnés vers un chemin plus structuré, plus solide, pour qu'on puisse leur expliquer et bien sûr les protéger de ces dangers. À votre avis, Aïda Mechili, pourquoi une telle campagne aujourd'hui? Elle a vraiment pris de l'ampleur parce que annuellement, on assiste à des événements liés à cette sensibilisation au danger de la drogue. Mais là, j'ai l'impression que c'est une alarme un peu plus forte, un peu plus sonore que d'habitude. Mais de toute façon, si je fais juste référence au nombre de signalements, si on en parle maintenant, c'est par rapport à ces situations. De plus en plus, on a un public plus jeune. Maintenant, on peut parler de ces primaires et de ces jeunes impliqués dans ces réseaux, les enfants utilisés dans ce fluo. Mais on a compris aussi que la sensibilisation uniquement dans des journées cibles, ça veut dire une fois par an, ou uniquement par rapport à des événements, ne protège pas suffisamment les enfants pour la simple raison que la consommation, elle est sur l'année. Donc il faut vraiment rester vigilant et garder cette parole et cet accompagnement sur vraiment l'année, c'est-à-dire comment on peut être vraiment disponible avec ces outils qui restent très proches, on va dire, outils, ce sont ces situations, ces documents, ces flyers, cette parole, ces rencontres. Et puis on a compris aussi que ça reste très peu, parce que l'information aujourd'hui, vous savez, les jeunes et les ados, ils sont très intelligents c'est une autre génération. C'est une génération là où vraiment ils habitent l'espace vert, là où il y a plus de communication, il y a plus d'écrans, où il y a plus de... Moi, je dirais cette complicité. C'est une génération digitale déjà. Très complice, et puis l'information passe très vite. Est très accessible. Absolument. Où les réseaux sont multiples et absolument. Pas de surveillance vraiment si on reste uniquement avec cette parole et puis dans cette sensibilisation, je crois que ça restera très peu. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser aussi à impliquer les jeunes comme eux, former un tout petit peu, accompagner, donner cette parole aux semblables, aux pairs, qui savent le dire dans les mouvements associatifs, dans les lieux là où les ados habitent un peu ces espaces. Et puis ça ne reste pas uniquement dans la périphérie de l'école ou au sein de l'école. Aujourd'hui, si on parle de l'école ou de l'université, c'est intéressant aussi de parler de ces lieux de sport, là où il y a plus de jeunes, parce qu'il suffit d'un petit acte pour que le processus se déclenche. Et puis il y a cette addiction qui vraiment bouffe un tout petit peu l'esprit de ces jeunes. Je crois qu'il faut vraiment cibler le message lui-même, qu'il faut qu'il soit très clair, très simplifié et puis très direct. Avant, on mettait des gants pour expliquer à nos jeunes petits enfants, sans placer trop les mots, sans vraiment les secouer ni leur faire peur, que voilà, ça existe chez les autres, qu'il peut être victime probablement. Je crois qu'il faut simplifier. Donc en amont, donc il faut vraiment discuter avec son enfant et lui expliquer les dangers de la drogue et aussi les possibilités qu'il peut rencontrer au sein de son établissement scolaire. Moi, je dirais il faut avancer vers une mise en situation. Ce n'est pas que parler, parce que vous savez tellement qu'il y a des parents qui exagèrent un tout petit peu dans tout ce qui peut être dangereux. Et ça on va dire que ça protège l'enfant de vivre réellement. Donc il va comprendre que c'est un peu trop exagéré, il ne va pas trop croire à ces histoires. Mais plutôt les adolescents ont cette envie, cette curiosité de vivre leur propre expérience. Absolument. En dépit des interdits.
Absolument, pas que ça. Les adolescents secouent un tout petit peu parce qu'ils sont devenus grands comme les autres. Et ils secouent un tout petit peu fort les adultes qui les entourent, que ce soit les grands-parents, parents, les oncles. Ils sont là à s'imposer sans qu'ils puissent vraiment palper ni vivre le vrai danger. C'est pour ça que c'est très important de ne pas juger et de ne pas rejeter surtout. Parce que nous, on a comme des réactions à chaud qui sont dans la colère et dans le rejet, dans l'étiquetage aussi. On étiquette rapidement l'adolescent et puis ça peut nuire. Ce qui nous est demandé maintenant, c'est de pouvoir vraiment capter, récupérer, aider, soigner et le remettre dans son réseau quotidien avec des activités, avec un engagement. Souvent, on oublie que cet enfant qui va vers ses consommations, il est en train d'utiliser ces produits ou c'est cet accompagnement, c'est une alignation, pas forcément le produit lui-même, mais le fait d'être accepté par d'autres et ne pas être rejeté, c'est vraiment subir un peu la force. C'est du mimétisme pour des camarades de classe un peu plus imposants, avec plus de charisme, qui arrivent à influencer par leur façon de faire, leur façon de s'habiller, leur attitude et aussi cette consommation donc, qui peut être vue autrement par le biais de ces modèles. Absolument, mais je dirais un peu plus. Vous savez qu'il y a l'harcèlement à l'école. Oui, il y a quelque chose comme ça qui fait que tu n'es pas fort, tu n'es pas un homme, tu ne sais pas, tu ne pourras pas. Il y a quelque chose comme ça dans cette force de pouvoir vraiment secouer et puis bouleverser le monde de l'adolescent qu'il fait tout justement pour plaire à ces jeunes et puis pour les inviter justement à l'accepter, à vivre avec eux l'expérience. Dans un moment, on va parler des moyens de les amener à se détacher de ces influences négatives, mais avant, on va découvrir ensemble un petit spot de sensibilisation lancé à l'occasion de cette grande campagne. هذا كاع لجا النهار اللي صبت فيه هذاك الشيء. ولتم فهمت كلشي. علاش ولا ما ينوضش بكري؟ علاش ولا ما يديرش سبور مع صحابو؟ وعلاش ولا عنده صحاب جدد يدور معاهم؟ مع باباه خيرنا طريقة الحوار وبدينا نتكلموا معاه ونحاولوا نبعدوه من هذا الهم. حتى واحد من ولادنا ما راهو محمي من خطر المخدرات. Effectivement, nul n'est à l'abri de ce fléau et c'est l'occasion justement d'en parler davantage, ici même dans le plateau. Parlez-en avec vos enfants, discutez et essayez de voir si votre enfant est un petit peu dans l'isolement, comme on vient de voir dans le spot. L'isolement, l'agressivité, le changement d'humeur, de comportement, le changement vraiment de copains. Il y a souvent les jeunes, ils changent de clan. On ne sait pas pourquoi ils rejettent un peu les personnes proches, ressources, là où ils avaient l'habitude de jouer avec eux. Donc ce sont un tout petit peu les signes qui peuvent nous inviter, surtout. Un échec scolaire ou probablement des difficultés scolaires. On a comme des enfants qui décrochent du jour au lendemain et on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés à ces situations. Je crois qu'il faut creuser sans qu'on puisse vraiment tout détruire. Et puis alarmer, il faut vraiment chercher à comprendre et puis suivre, à demander, parce qu'en fin de compte, dans la consommation, dans ces histoires, c'est vraiment un combat, mais il est basé sur la force de la famille. C'est une histoire de famille, ce n'est pas une histoire juste de désir ou de la personne elle-même. Comme on peut le dire, qu'un enfant ne découvre pas ce milieu seul, il a besoin de quelqu'un de plus âgé qui a connu, qui a côtoyé, là où il lui présente un peu ses produits, il le mène dans ce réseau. On dira que ce sont ces adultes aussi, familles, qu'ils doivent
aujourd'hui se mener de tout ce qui peut être utile pour pouvoir protéger ces enfants, leurs enfants, que ce soit par un encadrement différent. On a des ados là où ils ne sont pas visibles, hein, ils ne donnent pas les signes, mais il faut les aider à être forts, à refuser de transporter aussi, parce que parfois ils ne sont pas dans la consommation, mais ils sont dans le réseau en tant que voilà, petits dealers, voilà, malgré eux, comme vous le dites, ou alors parfois, voilà, comment dire, appâtés par des sommes d'argent, parce que ça aussi c'est une autre tentation. Tout à fait. Et donc ces adolescents peuvent être entraînés et voilà, dans une mouvance comme ça qui peut aussi amener à des problèmes plus graves. Les parents parfois découvrent justement l'addiction de leurs enfants avec justement un officier de police parce qu'il y a eu voilà, un petit souci. Tout à fait. Mais je crois aussi que les enfants sont utilisés dans ces situations. Ils peuvent être utilisés dans tout ce réseau pour voilà, transmettre, pour voilà, cacher des produits. Ils sont là à être vraiment utilisés non seulement comme victimes dans l'utilisation, mais aussi comme manipulés par les autres dans un réseau qui est plus large, qui peut être aussi avec des adultes. Et ça, on l'a vu à travers les signalements et à travers beaucoup de situations. Je crois qu'aujourd'hui, il faut dénoncer. Ça, c'est une histoire qui nous revient tous. Aujourd'hui, si un enfant ne rentre pas dans le cadre, je dirais, organisé ou cadré par la famille, là où l'enfant, il peut changer, là où il y a des difficultés, là où je crois que la famille doit s'impliquer, pour changer un tout petit peu le milieu, pour le soutenir, pour surtout l'écouter. Parce qu'en fin de compte, dans cette écoute, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a probablement quelque chose comme une déprime, comme personne ne m'aime, comme vous ne satisfaisez pas mes besoins comme avant, ou par exemple vous me négligez dans la négligence, qu'il y a quelque chose comme ça qui accroche pour juste justifier ou parce qu'il vit réellement quelque chose qui est... Lorsqu'il y a un drame au sein de la famille, un divorce, une séparation, ça peut des aussi... conflits aussi. Ça peut aussi, voilà, parce qu'on est tellement, les parents sont tellement pris par leurs propres problèmes qu'ils oublient un petit peu de prendre soin de ces adolescents qui se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes par la suite. Tout à fait. Mais aussi, on va ajouter que la pauvreté et le manque. Il y a beaucoup d'enfants dans le besoin comme ça qui font tout pour avoir un échange, pour avoir un équilibre. Et voilà qu'on a élargi un petit peu le sphère pour parler des filles, hein, l'implication des filles de plus en plus dans ce réseau, qui nous invite justement à simplifier et puis à impliquer le garçon et la fille au même niveau, au même seuil, dans ces épreuves, dans ces échanges, dans ce mouvement là où on a besoin de s'arrêter juste pour expliquer que la détresse, les moments difficiles, que la tristesse, que les moments durs, c'est quelque chose d'humain, qu'on peut le vivre, qu'on n'a pas besoin de produits ni de facteurs pour nous permettre vraiment de tout inhiber, on va dire, enlever pour mieux vivre. Il n'y a pas une vie rose, il y a des moments difficiles qu'il faut vraiment se ressourcer pour faire face, mais aussi si on constate que l'enfant commence à voler un tout petit peu, mentir un peu plus, fuguer de la maison. Il y a des situations où les parents sont vraiment très secoués par des actes comme ça réels de danger. Je crois qu'il faut consulter puis inviter les professionnels qui sont directement liés, impliqués dans la prise en charge des enfants pour le soin, et puis ne pas trop banaliser que ça c'est rien et puis voilà, on se suffit à une parole. Non, mais il faut vraiment réparer jusqu'à ce que l'enfant reprend un tout petit peu son dynamisme le plus... sur sa faiblesse. Voilà. Merci infiniment Aïda Mechri. En tout cas, vous êtes arrêtés là où d'autres vont prendre le relais. Une autre invitée nous parlera aussi de cette thématique et de la manière de réparer, la manière de prendre en charge donc ces enfants en proie à l'addiction ou différentes formes de drogue. Ce sera avec justement Sonia Ben Ali dans un moment. Elle est directrice adjointe d'une clinique de gestion du stress et justement de l'anxiété.
Et bien sûr, elle prend en charge ces aspects donc de désintoxication. Merci infiniment. Merci, bonne journée, Aïda Mechri. Merci. Et puis bon vent parce que vous prenez part à cette caravane de sensibilisation. Et bien sûr, n'oublions pas un petit événement ce matin puisque nous avons parmi nous Sherifa qui fête aujourd'hui son anniversaire. Occasion pour nous, donc ses amis, de l'embrasser très fort et de lui souhaiter un joyeux anniversaire, une longue vie jalonnée de petites joies et de grandes joies aussi. Alors voilà. Voilà, donc Sahawa pour Sherifa, comme vous dites. Voilà. Et donc, tout de suite, une petite transition avant de retrouver notre invité pour la suite, justement, des éléments liés à cette thématique. À tout de suite. Voilà, depuis 5 ans, une clinique destinée à la gestion du stress et de l'anxiété est venue renforcer tous les efforts donc, justement de l'État à même justement de prendre certains aspects psychologiques dans la santé publique. Aujourd'hui, on va un petit peu mettre la lumière sur cet établissement, d'autant plus qu'il joue un rôle très important. Il est de plus en plus sollicité dans le domaine de la désintoxication et de l'accompagnement et de la réparation dans le domaine justement de l'addiction aux différentes drogues. Et nous sommes ravis aujourd'hui de recevoir donc Madame Sonia Ben Ali, donc qui est directrice adjointe de cette clinique donc de gestion du stress. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation, bonjour à tous. Merci à vous d'être avec nous, de nous permettre de comprendre un petit peu la manière avec laquelle la clinique a été amenée à un moment donné de son évolution à prendre en charge cet aspect. Alors, la clinique CGSA, qui est située à Alger, ici à Hidra, plus exactement, existe depuis 5 ans, comme vous l'avez bien dit. Et la spécialisation vers l'addiction s'est fait petit à petit. On traite la psychiatrie courante, tout ce qui est anxiété, burn-out, TOC, mais la demande de beaucoup de personnes a fait qu'on s'est très vite spécialisé dans l'addiction.
Quand vous dites personnes, ce sont des parents qui s'adressent à vous essentiellement? Les parents, mais aussi les patients eux-mêmes. Eux-mêmes, oui, voilà. Les personnes désirant justement s'en sortir. La plupart, oui. Il y a une prise de conscience qui fait qu'ils viennent et qu'ils aillent vers vous et avec la volonté justement de se débarrasser de cette addiction. Cette prise de conscience se fait à travers les conséquences qu'ils subissent justement. Parce que l'addiction, c'est un chemin très pénible et avec des conséquences très lourdes. Vous trouvez ces personnes qui s'éloignent de plus en plus du cours de leur vie, pas d'études, pas de travail, perte financière, des problèmes dans leur couple, des problèmes dans leur famille, etc. Donc quelque part, c'est la vie qui les oblige à se prendre en charge. Et nous, on est là justement pour tout ça. Voilà. Vous êtes impliquée un peu plus vous-même, donc Sonia Putovziani, dans la mesure où vous êtes spécialisée en addictologie. Moi, je suis de formation psychologue clinicienne, psychothérapeute spécialisée dans les techniques cognitives. Mais depuis 2 ans, j'ai fait ma certification en addictologie. Vu qu'on reçoit beaucoup d'addicts, j'ai voulu me performer pour répondre au mieux à leurs demandes. Très bien. Donc cela implique un protocole particulier, j'imagine, donc différent de ce que vous aviez appris avant, ou est-ce que ça résume ou ça raccourcit un petit peu le chemin? Vous savez, à la clinique CGSA, au fait, petit à petit, tous nos spécialistes qui sont pluridisciplinaires, nous avons des médecins, des psychiatres, des addictologues, des ergothérapeutes, des psychologues spécialisés dans tout ce qui est EFT, ACT, etc. On est obligé de s'adapter aux besoins du patient. Sinon, on ne peut pas bien le prendre en charge. Donc, la clinique, par exemple, au début proposait un atelier par jour. Là, on est à 2 ateliers par jour. C'est des ateliers en groupe. Il y a de l'ergothérapie, il y a tout ce qui est groupe de parole, etc. On leur apprend de nouvelles compétences, justement, pour la réinsertion sociale. Parce que même après l'hospitalisation de ces personnes, ils vont revenir à la vie réelle. Donc, il faut qu'ils soient prêts aussi à reprendre un travail. Et c'est magnifique de les voir justement revenir pendant leur suivi sur 1 année, 2 ans, parce que ce n'est pas que l'hospitalisation. L'hospitalisation terminée, ils font des suivis réguliers, des contrôles. Ils reviennent, on leur fait des tests, ils continuent leur suivi. Ils travaillent surtout sur l'origine de l'addiction. Parce que si on travaille juste sur le comportement pendant la cure, si l'origine n'est pas éliminée, elle risque de revenir. Voilà, donc vous traitez en même temps leur faiblesse, si j'ai bien compris. Donc ce qui les a amenés un petit peu à tomber, à ne pas résister à la tentation de tester justement ces produits. Mais quels sont-ils justement? Quels sont les produits les plus consommés par ces personnes qui viennent et s'adressent à vous? Justement, l'addiction, c'est la perte de contrôle répétitif. Perte de contrôle en face d'une substance. Il ne résiste pas. Il y a cette tentation dont vous parlez. Cette tentation, donc, on a différentes substances. Il y a beaucoup de psychotropes. Il y a aussi des drogues dures. Il y a des drogues un peu moins dures, tout ce qui est THC, cannabis, etc., le tabac. Plus accessible aux jeunes, celui-ci. Exactement. Ça, c'est l'addiction aux substances. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des addictions aussi comportementales, etc., des addictions alimentaires et d'autres. Bien sûr. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on parle plus de l'addiction aux substances. De cette campagne qui a été lancée à l'échelle nationale, à l'effet justement de lutter contre le fléau de la drogue essentiellement et de l'addiction à ces différents produits consommés par nos jeunes actuellement. Si on parle, on va citer, je peux citer des produits? Je ne sais pas, de quel ordre? Si c'est pas censuré. Non, nous sommes en direct, mais c'est vrai que c'est juste pour alerter. Peut-être qu'un parent parmi nous va tomber sur un produit en croyant que c'est un médicament, et c'est peut-être pas un médicament, justement. Souvent les parents ne savent pas qu'est-ce que c'est, se rendent pas compte. C'est uniquement à l'arrivée chez nous à la clinique qu'on fait un travail de psychoéducation et de guidance parentale. On leur dit non, ça c'est pas un médicament. C'est un médicament à l'origine, exact. À l'origine, c'est un médicament. On prend l'exemple de la prégabaline. La prégabaline qu'on appelle l'Erica, qu'on appelle le fameux Serur, qui est à l'origine pour traiter des douleurs. Mais qu'eux prennent autrement. Absolument. Que le corps n'a pas besoin de ce produit. Ils les prennent avec des quantités exorbitantes qui donnent des effets vraiment dévastateurs.
Donc les parents ne reconnaissent pas, ils ne savent pas. Donc on fait aussi un travail avec l'entourage, c'est très 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 important pour au moins conscientiser ce genre d'informations, leur dire il faut faire attention et avoir la bonne réaction quand ils le découvrent. Tout à fait. Quelle est cette bonne réaction? Justement, il faut peut-être en parler brièvement aujourd'hui. D'accord. Pour la bonne réaction, déjà éviter de polémiquer, de ne pas traiter de tous les noms la personne, parce que déjà c'est très 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 difficile. La personne qui souffre d'addiction, elle est en constant conflit interne entre la volonté de vouloir arrêter, mais en même temps cette difficulté d'arrêter ou de maintenir l'arrêt. Parce que souvent ils disent genre j'arrive à arrêter. J'ai essayé mais j'ai pas pu. Voilà. Justement, à chaque fois ils échouent, à chaque fois ils échouent. D'où l'importance d'être accompagné par une équipe importante et surtout de sortir de l'environnement. C'est pour ça que souvent, nous, on les hospitalise. Il faut que la personne soit dans un environnement où elle peut être comprise, où des spécialistes vont l'aider, lui donner des outils, lui apprendre de nouvelles choses, de façon de gérer le craving. Et on a beaucoup d'outils aussi. Hein. On a beaucoup d'outils, ce qui est bien. Absolument. Donc le conseil des parents qui découvrent justement l'addiction de leurs enfants, c'est vraiment d'aller vers ces équipes, de se faire aider parce qu'ils n'ont pas les outils comme vous le dites, mais aussi d'être prévenant, d'être gentil peut-être et voilà. Vous savez, on voit souvent des familles déchirées à cause de ce fléau. Voir un papa qui jette dehors son enfant comme ça, voir des parents qui enferment, attachent. Ils font beaucoup de choses, mais ils font comme ils peuvent. Ils ne savent pas comment faire. Parce que des fois, la personne, quand elle est en manque, elle peut être très violente. Elle peut avoir des propos, mais vraiment... oui. Des passages à l'acte facile. Il peut être un danger pour lui, un danger pour les autres. Et il n'est pas conscient. Il perd complètement cette capacité d'être conscient de son comportement. D'où il faut vraiment, comme vous l'avez dit, se diriger vers des spécialistes et se faire aider. On n'a pas le choix, quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous dépasse, on ne va pas rester à regarder et fantasmer sur le fait que ça va partir tout seul. Ça ne va pas partir tout seul. D'accord. Et qu'est-ce qui est garant quelque part d'une récidive? Qu'est-ce qui peut être le garant d'une récidive là? Au fait, c'est les différents événements de la vie. Hein. Et pour parler aussi des rechutes, la rechute fait partie justement du traitement. Parce que pour apprendre justement à maintenir cet arrêt, nous, par exemple, on a mis en place les contrôles à la CGSA, le suivi, le contact permanent avec cette personne qu'on suit de très très près. Ne pas perdre le contact. Pour sortir de l'addiction, il faut compter 2 ans minimum. Il faut compter 2 ans minimum. Les cures d'addiction chez nous, elles sont de 21 jours. De 21 jours et après, ne pas lâcher le patient. Ne pas lâcher, il a besoin de soutien. Oui, absolument. Certains sont dans le dénuement, mais ils essayent quand même de s'en sortir. Donc, à leur façon. Voilà, à leur façon. Donc, certains cotisent, certains vendent leurs biens pour pouvoir s'en sortir. Et parce que le déclic est fort, c'est bien ça. Oui, parce que je vous ai dit, on n'a pas en fait beaucoup Les conséquences sont tellement graves. On retrouve les personnes qui ont des problèmes de justice, qui se retrouvent en prison, qui font des accidents importants, qui peuvent complètement passer vers l'autre côté. Les psychoses post-toxiques. Donc pour les psychoses post-toxiques, il ne faut pas oublier que là, aujourd'hui, tu es juste addict, tu souffres d'un problème d'addiction. Demain, tu passes vers l'autre côté. Donc on est obligé de prendre en charge. Oui. Et qui dit clinique privée, c'est tout à fait normal que... C'est la seule, en tout cas, qui existe actuellement. Donc, la CGSA, c'est la seule. Voilà, il y a des structures étatiques qui prennent en charge aussi la désintoxication. Et vous êtes la seule structure. Et voilà. Et le besoin se fait de plus en plus. La demande est forte. On espère qu'il y aura un renforcement ou peut-être une annexe de la même clinique, qui sait. Hein. On vous souhaite en tout cas bon courage pour tout ce que vous accomplissez en faveur justement de cette lutte contre l'addiction aux drogues. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, je dirais, Dr Ben-Ali, c'est ça, Ben-Ali Sonia. Donc, vous êtes aussi directrice adjointe de la clinique de gestion de stress et de l'anxiété CGSA. Clinique de gestion de stress et de l'anxiété. Merci infiniment Je vous en prie. de nous avoir permis d'avoir cet éclairage ce matin. On vous souhaite bon vent pour tout ce que vous faites. Et puis Ramadan Karim. Merci. Ramadan Karim. Bientôt, oui, effectivement. Voilà, donc Ramadan Karim également à tous ceux qui sont avec nous.
Voilà, tout à l'heure, on a souhaité bon anniversaire à notre collègue. Aujourd'hui, on va continuer par une chanson qu'on va lui offrir. Il s'agit de Sebayam, une chanson interprétée par Nadia Guerri. Un fou rire ce matin, oui. Voilà, tout à l'heure, voilà, on parlait de fou rire. Ben, il y en a eu là à l'instant, avec Yazid qui se bagarre avec son petit béret. Oui, bonjour. Bonjour Yazid. Voilà, et puis cette chanson magnifique, Gloire à nos martyrs aussi. Absolument, qui est gloire à nos vraiment martyrs. un moment de sérénité, un moment, ces femmes qui ont porté la révolution aussi. Voilà, et voilà. Mais après, le rire, hein, on ne peut pas le contrôler. C'est arrivé quand même.
Voilà, Allah yarham shuhada. Et justement, on va peut-être parler de cette journée du 19 mars encore avec notre ami Djaoudat Gessouma dans un instant. Il y a aussi Myriam. On va lui dire bonjour d'abord, avant de revenir à la radio. Bonjour. Ça va? Très bien. En forme? Très bien. Donc, Djaoudat, voilà, on disait tout à l'heure que nous étions un 19 mars, et qui dit 19 mars, donc c'est aussi la commémoration du cessez-le-feu après toute une nuit coloniale. Et bien sûr, beaucoup d'ouvrages se sont intéressés à la symbolique de cette journée, notamment les accords d'Évian, donc qui sont commémorés à cette occasion également. Oui, c'est-à-dire que les accords d'Évian, c'est vraiment comment dire, comme j'ai l'habitude un peu de parler de choses historiques qui deviennent, qu'on va inscrire dans la mythologie. Et quand je parle de mythologie, ça ne veut pas dire de choses qui ne se sont pas passées. Oui, parce que les gens ne comprennent pas peut-être spécialement ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce fait historique devient mythique et devient, quand on parle de l'Arbi ibn Mehdi ou quand on parle d'Ali Lapointe ou de Petit Omar ou de Hassib Ben Ali, ils deviennent des héros. Et c'est ça le côté de ce que je dis. Et donc ces accords d'Évian ont tous les ingrédients, toute l'équipe qui a fait les accords d'Évian sont aujourd'hui du matériau pour la littérature ou l'esthétique ou le cinéma. Parce que franchement, quand on voit Hollywood ou quand on voit des choses, là par exemple, j'ai adoré cette photo. C'est pas une photo, c'est une peinture qui représente les protagonistes des accords d'Évian, l'équipe algérienne, et elle est plus émouvante que la photo elle-même, c'est-à-dire c'est une interprétation de l'artiste, voilà entre guillemets une des photos. Et donc, ils ont tous les ingrédients de héros. Reda Malek, Saad Dahlab, Ben Khda, tout cela. Ils ont écrit notamment Reda Malek avec l'Algérie à Évian, Histoire des négociations secrètes, aux éditions du Seuil en 1995. Extraordinaire. Parce qu'il y a un caractère anecdotique. Reda Malek était très sérieux, même dans son propos et tout. Mais il a des anecdotes formidables. Lui d'ailleurs, et c'est Dahlab avec son livre Mission accomplie, qui est bon. Il y a aussi l'autre côté, l'autre aspect des accords d'Évian avec le livre de Dahoud Qabliya, Boussouf et le Malk, qui parle un peu... Il parle aussi des accords d'Évian, mais à travers les services secrets algériens qui étaient vraiment d'une puissance absolue, et sans avoir l'air d'y toucher, ce qui est le principe des services secrets. Et donc, ils ont cette aptitude à mâcher des dossiers ils avaient travaillé beaucoup sur les dossiers. Et d'ailleurs, le résultat après, c'est laissez voir, par exemple, pour les négociations pour la nationalisation des hydrocarbures, il y a eu beaucoup de cabinets algériens qui ont travaillé comme ça aussi en secret pour vraiment tout préparer. Et ils ont tout simplement rendu fous les Français qui pensaient avoir juste justifié que c'était la démocratie à la française, de laisser parler des jeunes Algériens et après de régler cette question. Et la surprise fut totale parce qu'ils sont tombés avec des gens très jeunes, très chevronnés, très au fait de la volonté d'avoir une Algérie libre et indépendante, et sur tout le territoire algérien, ce qui était très important. Donc ces accords d'Évian sont un acte de bravoure, un acte héroïque, structurel, qui a tout changé dans le destin algérien, la destinée algérienne, et donc avec des héros qui vraiment appartiennent aujourd'hui à notre monde héroïque, et surtout qu'ils ont écrit. Donc quand on lit leurs ouvrages, voilà, je disais, Reda Malek, là par exemple, il y a eu concernant Reda Malek, il a été beaucoup dans la crise de libération des otages en Iran, et on voit un film américain qui parle de Ben Affleck. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'à nous de créer notre propre mythologie sur des choses qui sont écrites, qui sont claires. Et donc vraiment, c'est bien d'avoir... Par exemple, on a un livre de Mohamed Harbi qui évoque les accords, mais
lui, il est pragmatique, il est sérieux, c'est-à-dire, je veux dire qu'il est historique et tout. Il y a beaucoup d'ouvrages aussi qui parlent des accords d'Évian, mais du point de vue un peu étranger. Donc, il y a beaucoup de partis pris et beaucoup de choses. Mais la Reda Melk, Algérie à Évian, ou alors c'est Dahlab pour ce qui est, par exemple, mission accomplie. Ça, ce sont des choses qui mettent aussi le caractère anecdotique des coups de gueule qu'avaient fait les négociateurs français, ou qui disaient, voilà, qui croyaient qu'ils étaient en terrain conquis, sans mauvais jeu de mots. Et qui se sont confrontés à parce que pendant les désaccords, les Algériens n'ont pas hésité à se lever de table avec la volonté d'interrompre carrément avec la crainte justement de ne plus continuer les négociations. Mais c'était des coups entre guillemets de bluff très importants. Je voulais juste ajouter un truc, c'est qu'un élément essentiel, c'est que Raymond Despardons, le célèbre photographe, était le seul admis pour prendre des photos avec la délégation du GPRA à Évian. En fait, il a immortalisé avec je ne sais pas combien de clichés cet événement majeur. Raymond Despardons lui-même devient héros, parce qu'il a aussi sur le Vietnam, il a fait beaucoup de choses. Et donc, effectivement, c'était un témoin privilégié. La Suisse aussi donc, a joué un rôle. Et là, on a une autre production, c'est Bouchra Mokhtari avec Marc Perrenou, l'historien suisse, qui vient de produire, il y a eu d'ailleurs hier, pas plus loin qu'hier, une vente dédicace et la présentation d'un ouvrage sur les négociations d'Évian qui s'appelait le long chemin, un long chemin jusqu'aux accords d'Évian. Donc ce livre, c'est une bande dessinée, dessinée par Bouchra Mokhtari et écrite par Perrenou, donc l'historien suisse Marc Perrenou. Il y avait l'ambassade de Suisse, il y avait M. Dahoul Qabliyatou, il y avait des historiens qui ont fait autour de cette présentation de cette bande dessinée livrée chez Barzakh. C'était d'abord le matin à la Bibliothèque nationale, donc la présentation officielle. Ensuite, à 15h, à l'Arbre à dire, où il y a eu une présentation avec des communications autour de cet ouvrage paru aux éditions Barzakh. Donc en compagnie aussi de l'ambassade de Suisse et de parrains, entre guillemets, qui étaient M. Dahoul Qabliya et des acteurs de la révolution algérienne. Voilà. Donc tout est un ensemble d'ouvrages qui parlent un peu de ce 19 mars qui est la fête de la victoire, et aussi ce jour connu du cessez-le-feu, qui a eu quelques pas ratés, mais qui a tardé à voir le jour parce qu'il y avait l'OAS, il y avait plein de choses, donc c'est pour ça que c'est allé jusqu'au 5 juillet en réalité, mais parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, bien sûr, pour casser cet élan vers l'indépendance algérienne. 132 ans de colonisation. Donc voilà, les gens, c'était pas facile pour eux de lâcher l'Algérie comme ça, qui est, comme nous le savons tous, sans chauvinisme aucun, un pays merveilleux, et donc qui reste à parfaire, à construire, voilà, et c'est en bonne voie, donc voilà, donc c'est vraiment une fête émouvante. Les grandes démocraties se sont faites sur 200 ans. Voilà, mais là vraiment, on est un jeune pays, un pays donc en voie vraiment d'exploser dans le monde, et c'est tant mieux, et voilà, et donc gloire à tous ceux qui ont fait que cette Algérie aujourd'hui soit libre. Et c'est vraiment, ça méritait vraiment les ouvrages, ça mérite des films, ça mérite des pièces de théâtre, ça mérite justement cette incursion dans notre nouvelle mythologie des... C'est l'une des plus grandes révolutions. Voilà. Effectivement. Une des dernières révolutions romantiques aussi, dans tout le sens esthétique et le sens du terme. Nous sommes une des dernières révolutions romantiques. Et nos héros, ceux qui ont fait cette révolution, ont vraiment tous les ingrédients de l'héroïsme
vraiment à honorer. Ils ont l'étoffe des héros, voilà, merci. À l'instar de cet écrivain primé à Bamako, donc voilà. Oui, donc il y a une écriture oui, il y a Mohamed Abdallah qui a eu le prix Assia Djebbar cette année et qui a été primé à la fin de l'année passée, et qui a été primé aussi à Bamako pour son livre Le vent a dit son nom aux éditions APIC. Et il a été donc primé du prix Ahmed Baba 2023, donc qui prime, je crois, les gens qui ont été déjà primés ailleurs pour l'écriture sur l'histoire, pour une écriture sur l'africanité, tout ça. Un très bon ouvrage sur Sirta. Donc oui, les portes de Sirta. Donc Ahmed Abdallah est très jeune, mais il a une qualité d'écriture, une qualité de percevoir le monde qui est excellente. Donc lui, il écrit beaucoup sur l'Algérie, mais avec cette ouverture sur le monde qui est formidable. Donc là, il revient avec Le vent a dit son nom, avec une histoire sur l'art, l'esthétique, la révolution et tout ça, mais dans un ouvrage, et donc beaucoup de maturité. Donc nous le félicitons un peu pour ce prix formidable qu'il vient d'avoir. Les éditions Casbah, donc aussi au Salon du livre africain à Paris. Aujourd'hui, ce salon s'arrête aujourd'hui. Il a débuté le 17 mars, il se termine aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont à Paris ou dans les environs, allez-y courir. Donc les éditions Casbah avec la librairie du Tiers-Monde qui se sont déplacées à Paris pour le salon, donc avec beaucoup de pays comme la Tunisie, le Mali, le Gabon, le Sénégal, tout ça, beaucoup d'éditeurs français et des ventes dédicaces pour Linda Schwitten, pour ses romans des rêves à leur portée, et une valse. Saad Khiyari pour l'Insoumise, Amali Malain qu'on avait reçu ici. Et donc voilà, avec Ben Ouda Al-Bda'i, avec une conférence sur Mandela et son héritage. Donc voilà, c'est encore en cours, donc aujourd'hui ça se termine. Donc voilà, un petit passage un peu partout. C'est très bien pour cette participation algérienne. On est toujours ravis de voir un petit peu avec des nos jeunes auteurs écrivains représentés à l'étranger. Voilà. Il y a une littérature qui est assez dynamique, donc c'est très intéressant à découvrir. Lui aussi, il est dynamique, il est plein de vie. Il est prêt. Je vais parler de Flo. Ah, avec plaisir. La nouvelle chanteuse italienne, Flo. On a vu ces jours-ci là. Oui, ouais. Demain sera à Annaba au théâtre régional Azdin Medjoubi. Et cette cantatrice, cette grande chanteuse de la nouvelle scène italienne, elle nous a émerveillés lors du passage au théâtre Mahidine Bashtarzi et puis également au théâtre d'Oran. Et elle a chanté la tarantella qui est un style italien de la région du sud d'Italie, notamment avec sa chanson la tarantella del Gargano. D'accord. Et puis on la voit ici avec ses envolées lyriques, notamment avec il y a un peu de Amaria Rodriguez, un peu de Cesaria Evora, etc. Et puis elle était accompagnée de grands musiciens, notamment avec des instruments traditionnels comme bagalmas, donc qui est le genre de mandoline grecque, l'accordéon, etc. Et puis, elle nous rappelle aussi des grands chanteurs italiens comme Eugenio Bennato, qui est l'un des grands, des maîtres incontestés de la tarantella qu'on a reçu sur ce plateau, Pepe Barra, ainsi que d'autres grands chanteurs italiens. La tarantella a beaucoup donné à l'opérette italienne, donc qui est très... Donc on la voit ici donc, au théâtre Bashtarzi. Et en fait, vers la fin, elle a chanté une chanson. Ils ont improvisé un peu avec les étudiants de l'Institut supérieur national de musique avec la chanson Wahed el-Ghoziyel et Ashaq Malhoun. Voilà, elle s'est mise aussi à l'andalou algérien. Et puis, on reste toujours en Italie, puisqu'on est toujours dans Bellissima, avec le retour du cirque international italien Città de Roma. Donc on aura ce cirque à partir du 26
donc à l'esplanade de Ardis. Donc on aura ce grand circuit italien, il revient, et puis il y aura une tournée à travers les wilayas du pays, Constantine, Annaba, Bouira, Sidi Bel Abbès, Mostaganem. Donc on voit Città de Roma, donc il revient un peu à... C'est bien, ça fera le bonheur des enfants qui seront en vacances. Des parce enfants que et des adultes. Oui, les adultes aussi, bien sûr. Puis il y aura le ramadan avec les veillées. Et ce sera les veillées du mois de Ramadan et ils seront en vacances. Donc voilà. On reste toujours dans l'art de la scène, puisqu'on va parler du 4e art. À l'ENADC, en fait à l'ISMAS, il y a les journées nationales du théâtre. Donc plusieurs pièces théâtrales ont été programmées par les étudiants des universités de Betna, de Sidi Bel Abbès, de Saïda, de Constantine. Donc il y a cet engouement pour le théâtre. Et puis l'ISMAS, qui est pratiquement, il y a une activité, un dynamisme, puisqu'il y a aussi des workshops animés par... régulièrement d'ailleurs. Oui, avec Noël, avec d'autres aussi. Et puis, je pense que ce soir, il y aura des pièces de théâtre Fleur de Lotus de Betna et L'évasion du Palais du Soleil de Constantine, donc des étudiants de Constantine. Et puis, j'étais en train de chercher sur les plateformes, sur Internet, et je tombe sur une interview d'un grand scénographe algérien, à savoir Abdelkader Farrah, qui est l'un des membres de la Royal Shakespeare Academy. Notre grand scénographe aussi qui est avec nous. Oui, scénographe aussi. J'aimerais bien écouter juste un petit passage de ce grand, puisque j'ai cherché, j'ai trouvé un certain professeur de l'ISMAS qui a balancé cette interview, monsieur Mansourine. Merci. Voilà, nous allons écouter. Puisse comprendre l'histoire et un décor, un dispositif complet quand vous ne pouvez plus rien enlever. Des choses avec ajouté symbolique et tout ça, si elles vous font plaisir ou elles font plaisir au couple mettant en scène scénographe et qu'elles risquent de coûter de l'argent, il faut avoir le courage de les foutre en l'air. Parce que vous... Voilà, donc c'était Abdelkader Farrah. Rappelons qu'il a fait don de toute sa bibliothèque au Théâtre National Azdin. C'est un grand théoricien aussi de la scénographie, pas seulement... Donc il écrivait. Puisqu'il a remis tous ces fonds documentaires à ce théâtre. Et nous rappelons notre ami Arzki Al-Arbi qui a monté en fait à partir de tout ce fonds documentaire une exposition pour un peu amener le public à admirer le travail du grand scénographe, le regretté Abdelkader Farrah. Et vers la fin, je vais vous épater avec une information. Arzki Al-Arbi qui avait fait aussi toute la partie scénographie de... et aussi la montagne de Beya. Voilà. On lui fait un beau travail aussi, donc notre ami Arzki Al-Arbi. Et puis, voilà, et puis pour terminer, il faut savoir qu'une jeune Algéroise qui a une petite salle de sport est actuellement l'une des grandes romancières au monde. Oui. Elle s'appelle Sarah Evans. C'est son nom. C'est son pseudonyme d'écrivaine. Et cette fille, elle est en train d'exploser tout le champ éditorial. En fait, elle cartonne avec 9 millions de lectures dans le club de lecture planétaire de TikTok, le BookTok en fait. Oui. Et elle a écrit son dernier roman qui est Captif. C'est l'histoire de Ella qui a été prise par un clan mafieux, les Scott, qui vont la livrer à un certain... c'est un thriller. Ils vont la livrer à un autre... mafieux, et finalement c'est pas un problème qui va se dérouler entre eux, mais c'est une histoire d'amour qui va naître. C'est ce qu'on appelle de la dark romance. D'accord. Donc voilà. Dark romance. Elle a une écriture très dure, puissante, et donc et elle est clivante aussi parce que justement les gens n'aiment pas. C'est pas la réalité, c'est des fictions. Donc elle a un immense talent d'écriture. 350 000 lecteurs normaux, mais 9 millions sur le web, ce qui est quand même pas mal. Elle a commencé à écrire sur une plateforme de récits littéraires Wattpad, donc elle a commencé à écrire sur cette plateforme, et puis elle a
les gens qui disent que les jeunes ne lisent pas, n'écrivent pas finalement, non. finalement, c'est tout à fait le contraire. À condition que ce soit digital. Hein. Oui. On passe par le e-book, c'est bon. Mais ils sont là, ils écrivent. Et puis la version physique aussi de ces romans existe. C'est 350 000 exemplaires, la version physique. Et la version virtuelle, elle est sur 9 millions. Elle est aussi sur les éditions Hachette, elle est sur d'autres éditions. Voilà. Et puis aujourd'hui, cette Sarah Evans, mais Sarah Evans, voilà. elle a une... Elle est là, elle a une petite salle d'aérobic et de fitness, etc. Mais au moment où d'autres font le sport, elle est là à envoyer les chapitres et les chapitres et les chapitres et les chapitres pour... elle commence à devenir, c'est-à-dire un peu, les gens deviennent addicts parce elle fait des... Elle est prolifique. Elle est prolifique, et donc ils suivent, ils sont... Très bien, elle est très... Et je lève un toast pour elle. Santé. Voilà. Merci, Eva. Voilà. Sarah. Certains vont croire vraiment qu'on est à la veille de Ramadan. Voilà. La morale est sombre, c'est du jus de raisin. Voilà, le jus de raisin, c'est bon. Voilà. Donc, c'est du jus de raisin, bien sûr. Bon jus de raisin, Psartek. Donc, Myriam, on va mettre le cap sur le Tassili, là. Exactement. Donc, moi, je vous amène en voyage, Radia, un petit voyage au Tassili Nadjer, à la découverte d'un arbre endémique de cette région-là, d'un arbre rare et, hélas, d'un arbre en voie de disparition. Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il ne reste que 233 sujets dans notre pays. C'est un arbre, donc le cyprès du Tassili est un arbre qui ne pousse que dans le désert algérien. Et comme je l'ai dit, il y a 233 sujets qui restent encore. Et il faut savoir, Radia, que cet arbre-là, la plupart des sujets ont à peu près 2000 ans d'âge. Donc ce ne sont pas de jeunes arbres, ce sont des arbres millénaires, qui se sont adaptés, qui ont réussi à survivre, parce qu'on sait très bien qu'autrefois le désert était très humide, donc il y avait une végétation tout autour qui a disparu aujourd'hui, mais lui a réussi à s'adapter et il est encore là. Bon, il est protégé, heureusement, donc il y a de petits sujets, donc la direction des forêts fait la multiplication. Ils essayent de reproduire. Ils essayent de reproduire, bien entendu. Est-ce que ça marche? Bien entendu, ça marche. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est que cet arbre se reproduise lui-même, naturellement, spontanément. Chose qui, quand même, n'est pas complètement finie, puisqu'il y a une dizaine d'années, on a découvert deux jeunes sujets. Donc ça redonne un petit peu d'espoir. Mais quand même, il faut toujours mettre en tête et garder que cet arbre est en péril, au milieu des rocs et du désert. Voilà, et que en fait, hélas, comme tous les arbres de la planète, il est en train de subir donc les changements climatiques. Il faut savoir qu'il y a quelques dizaines d'années en arrière, il y avait une pluviométrie. Il faut savoir que là, dans le désert, il pleut de moins en moins. Donc il y a des années où il ne pleut pas du tout. On sait très bien que c'est 3 cm de pluie par an, et des fois, elles n'y sont pas. Donc il survit quand même. En plein canyon, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est très seul. C'est qu'il y a un sujet sur des centaines de kilomètres à la ronde, et c'est ça qui fait sa spécificité, sa particularité. Et en fait, il est menacé pas uniquement hélas, par le changement climatique, mais il faut savoir que le tourisme, que les habitants vont en fait prendre de son bois. Il y a aussi les chèvres et les dromadaires aussi qui se nourrissent de ses feuilles, chose qui rendent pour lui donc sa survie assez difficile, menacée et assez difficile. Donc comme je l'ai dit, heureusement quand même, il y a certains pays, comme par exemple en République tchèque, il y a certains spécimens, donc ils ont rendu à l'Algérie quelques arbres qu'ils ont fait pousser chez eux. Et on le retrouve aussi dans certains pays, comme aux États-Unis et ailleurs. Donc il est arbre décoratif, ornemental, et en fait il s'épanouit très très bien aussi sous d'autres latitudes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que des recherches ont été faites dernièrement, et en fait le patrimoine génétique de cet arbre a muté, a changé, puisqu'en fait les graines en ce moment, dans cette période-là maintenant, c'est qu'ils n'ont que le patrimoine génétique de l'arbre mâle et pas de l'arbre femelle. Donc la multiplication ne se fait plus de la même manière, et en fait on est là, on le suit, tout le monde le suit, les chercheurs, tout le monde est spécialiste, on voit comment cet arbre est en train d'évoluer, de s'adapter, et espérons pour nous qu'il pourra encore se reproduire et faire partie. Ce que tu nous as montré, c'est un arbre ou c'est un arbre?
Ah, ça, c'est un arbre. On le laisse. Une arbre a disparu. Il n'y a pas de genre. Une arbre, ça y est. Voilà, donc pour le cyprès du Tassili. Voilà. Merci beaucoup Myriam. Donc merci également à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Merci aux amis, donc Yazid Mahidine et aussi Jawdet Gessouma. Et voilà, rendez-vous est pris dimanche prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Kono Saïmin. Espérons qu'on aura tous autant de peps qu'aujourd'hui. Il n'y aura plus de jus. Dépendra du climat. Il n'y aura plus de jus. Le jus peut-être avant. On va passer avant peut-être. Ça va, on pourra prendre. Quelques heures avant. Exactement. On peut prendre le café au lieu puisque. Voilà, parce que le railleur, le pilet. 25h30, voilà. Le mesfouf. Voilà, on se dira bonsoir au matin, on nous dira voilà autre chose. Merci infiniment les amis, c'était un plaisir de vous retrouver. C'était également un plaisir de vous servir et de vous accompagner. Voilà, c'est la fin. Et je vous souhaite une agréable journée à tous. Je vous donne rendez-vous demain à 8h, 9h30, ici même, dans les studios de Canal Algérie pour d'autres actualités en matinée. Merci infiniment, à très bientôt. Take my hands, my feet, and look me in my eyes.